Allez, c'est parti. Relancement du live. C'est reparti. Affiché. Voilà. Rebonjour. Rebonsoir. Rebonsoir, rebonsoir. Bon, pour la France, c'est assez cool. Oui, mais il Ouais. y a des personnes qui sont du Japon et qui nous regardent. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est stylé. Donc, Donc, voilà, ouais, c'est bien aussi, je pense, à parler un petit peu de tout ce qu'on voulait aborder en une heure. ouais, carrément. Évidemment, il y a plein d'autres sujets dont on aimerait parler. Ouais, clairement. Je pense qu'il faudra le faire en plusieurs fois, hein, de toute façon. Ouais, bien sûr. Bah là, on s'est concentré plus sur une présentation de notre parcours et voilà. Ouais, Yes. c'est un premier test aussi. On va attendre que les gens peut-être arrivent à nouveau. Donc, est-ce que vous voulez que je choisisse les questions là que j'ai reçues un peu lorsque j'ai fait les questions-réponses sur mes Bah, je stories? pense qu'il y a déjà une question qu'on peut répondre, c'est est-ce qu'il faut Vas-y. parler japonais ou pas? Ouais, Ah, ouais, ouais, oui. C'est la question qui revient le plus souvent. Ouais, en effet. Le japonais, est-ce nécessaire ou pas? Bah, Donc, oui, c'est nécessaire. Moi, c'est pas mon cas malgré tout, mais oui, mais parce que j'ai eu un parcours assez particulier. J'ai eu de la chance de tomber sur des gens qui m'ont assisté. Mais si vous voulez être indépendant, si vous voulez vraiment plonger dans l'industrie de l'animation japonaise et tout, il faut apprendre. Il faut apprendre le japonais. Sinon, vous allez être limité. Qu'est-ce que ouais. tu en penses, En toi? gros, c'est pas une absolue nécessité. Si, comme il y a de plus en plus de Français Ouais. qui travaillent dans l'animation japonaise actuellement, je ne Toi, vais pas tu t'es un m'avancer peu... sur un chiffre, mais je pense qu'on va être. Si on compte les studios d'animation 3D, on est largement une bonne Oui, en parlant trentaine. peut-être plus de 2D, la 3D, Ouais, j'ai l'impression que c'est plus ouvert malgré tout. ouais, ouais. Après, il y a des gens qui peuvent être intéressés par ça aussi, quoi. ouais. Mais vaut mieux parler japonais pour Ouais, il faut parler. mieux parler le japonais en gros. Ouais. Ouais, bien sûr. En Là, fait, tu vas c'est plus sûr loin. que il y a l'anglais peut suffire, mais en fait, vos choix de studio vont être très restreints. Ça Ouais, va se clairement. compter peut-être sur les doigts d'une main. Voilà. Ouais. Et le fait de pouvoir parler japonais, ça va vous ouvrir plein de portes et du coup vous aider à avoir des opportunités de plein de studios, de pouvoir communiquer directement avec les C'est ça. Japonais, de faire des démarches avec eux. Et donc, Alors, Pouvoir le apprendre. japonais, c'est rapide à apprendre. Je ne sais pas si c'est une affirmation ou une question. Personnellement, j'ai trouvé que non. Moi, je peux en parler. Quand on parlait voilà, de l'idée de venir au Japon, clairement, je ne me sentais pas du tout d'apprendre le japonais au début, quoi. Bah ouais, J'ai quand essayé j'étais- un petit peu, motivé par Malek. J'ai appris 3 mots. J'ai appris les hiragana, katakana, 3 mots, des formules de phrases toutes faites rapidement, et je me suis arrêté là. Et c'est vraiment seulement quand j'ai eu cette opportunité de partir travailler avec Thomas sur Basquash, j'ai commencé avant de partir au Japon à m'y mettre. Parce que là, je me suis dit vraiment, j'avais envie, ouais, de pouvoir communiquer avec les gens sur place. J'étais quand même très passionné par l'animation japonaise et je me disais, je vais peut-être rencontrer des gens qui ont bossé sur des trucs qui me fascinent et enfin, j'ai envie d'être en mesure de pouvoir parler un petit peu avec eux, quoi. Ah, clairement. mais, Mais C'est- ouais, pour revenir sur la partie justement de l'apprentissage, ouais, comme toi tu disais, Yann, c'est vrai que maintenant, enfin, ces dernières années surtout, enfin, surtout depuis que je suis au Japon, j'ai constaté qu'il y a de plus en plus de studios qui font l'effort de prendre un chargé de prod qui va te parler anglais, qui va pouvoir te traduire les trucs et tout. il Il y faut en a savoir que plus, mais ça pèse énormément sur la prod quand même, et toi, tu peux pas ouais, vraiment apprendre enfin, dire des senpai, quoi, parce que eux, ils ont plein de choses à te ouais, raconter en fait. ouais, Et complètement. toi, si t'as pas quelqu'un pour te traduire, t'es bloqué, quoi. Tu accèdes pas à tout savoir, en tout cas, que partiellement, quoi. Ouais, c'est comme tu as dit, en fait, tu dépends de la personne qui peut te traduire. C'est ça, ouais. Et du coup, si cette personne n'est pas à côté de toi, ben, quand tu veux poser des questions au réel ou Ouais, pareil, ou enfin, faire des demandes toutes connes, bah, t'es bloqué, quoi. Et c'est ça. en fait, parler japonais, enfin, c'est de la liberté, quoi. ouais, mais après, comme ça a été le cas pour moi, comme c'est le cas pour Mehdi,
comme c'est le cas pour plein d'autres personnes, il est aussi tout à fait possible. En fait, c'est pas une condition absolue pour pouvoir venir travailler, avoir sa première expérience de travail au Japon. Après, vraiment, si vous avez l'occasion de venir ici, de travailler dans un studio japonais sans avoir à parler la langue, si vous sentez que ça vous plaît, vraiment, il faut faire l'effort d'apprendre. Et c'est vraiment un effort, j'insiste là-dessus. C'est pas un truc. C'est pas un truc qui va se faire naturellement quand vous serez au Japon. Faut pas penser que vous apprendrez la langue naturellement en écoutant les gens parler autour de vous. C'est énormément de travail. Il faut vraiment prendre le temps. Moi, la première année, j'ai pas pu vraiment le faire autant que je voulais parce que sur Basquois, j'étais extrêmement occupé. J'avais un rythme de travail de fou. Mais à partir de la deuxième année où j'étais un peu plus tranquille, tous les soirs en rentrant, je me faisais du vocabulaire, de la grammaire. Je bossais. Après, j'allais. Faut quand même qu'il y ait un côté ludique. Donc, j'avais rencontré quelques Japonais déjà à l'époque, ou via des potes, qui m'avaient présenté des amis japonais. Et je m'arrangeais en fait pour ceux avec qui j'avais sympathisé, en fait, aller boire des coups avec eux le soir et puis mettre en pratique ce que j'avais appris. J'ai quand même eu la chance de tomber sur des gens qui étaient très patients et qui ont accepté d'écouter mon japonais tout pourri pendant plusieurs mois, d'endurer mon japonais tout pourri. Et, enfin, vraiment, on peut pas économiser le fait de passer par une période où ça va être très frustrant parce qu'on va essayer de parler, on va pas réussir à faire une phrase correcte, on va buter sur tous les mots, on va être hyper lent, on va faire plein de conneries. J'ai fait des conneries monumentales, enfin, c'est devenu un peu des histoires que j'aime bien raconter, mais je me suis vraiment ridiculisé devant des gens. Je me suis retrouvé une fois, pour la petite anecdote, je vais raconter une petite anecdote marrante à ce niveau-là. J'étais dans un repas avec Masaki Yuasa. Il y a Michio Mihara qui est un très grand animateur qui a bossé beaucoup avec lui, et il me semble qu'il y avait aussi Shijiro Nishimi qui est un designer et réalisateur à Studio 4C. Et à un moment donné il parlait de réalisateur, ça se dit Kantoku en japonais, et j'ai confondu avec la Corée du Sud qui se dit Kankoku. Et j'ai fait une phrase où je me suis bien planté devant tout le monde. J'avais mon pote Christophe Ferrat qui est en face de moi qui me dit non mais il parlait pas de ça, il parlait pas de la Corée, il parlait de réalisateur. Donc on est obligé de passer par là en fait. Ça m'arrive toujours maintenant de faire des erreurs, etc. Mais voilà, c'est un effort à faire. C'est frustrant souvent, mais faut passer par là, quoi. C'est comme le dessin, faut vraiment. Il y a une autre question. Il y a une autre question aussi qui revient pas mal. C'est est-ce que on peut comment faire pour d'avoir des stages au Japon? Comment faire pour faire un stage de 3 mois au Japon et tout par rapport à ses études ou pour apprendre juste et tout ça? Est-ce que je laisse quelqu'un répondre d'entre vous pour que vous brisiez ce mythe du stage pour le Japon je peux en parler un petit peu parce que je pense que nous tous on a reçu comme ça des demandes de stage. Moi je sais que j'ai pris des stagiaires l'an dernier et l'année d'avant. Dans la plupart des studios japonais, en fait, les stages en entreprise, les stages en studio n'existent pas. C'est pas un truc qui fait vraiment partie de leur culture. Donc, si vous contactez un studio japonais directement et que vous leur proposez des stages, ils vont pas forcément savoir quoi vous répondre. Je pense que tous les stagiaires, et en même temps, Ken est un peu le contraire parce qu'il a fait plusieurs stages dans des boîtes japonaises. Je pense qu'en l'occurrence, à Satellite, tu as pu faire ton stage et tous les stagiaires qu'on a eu à Satellite, c'était que des stagiaires français de la French Team qui venaient par le biais de Thomas, exactement. Sans Thomas, il n'y aurait pas eu tous ces stagiaires. Quand on était à Yapiko, c'était un peu particulier aussi. Enfin voilà, Yapiko étant une boîte franco-japonaise, c'était plus facile. C'était que des cas particuliers. Je vois quelqu'un qui dit dans le chat à Sayon Salu, ils en prennent, mais très peu. Sayon Salu, c'est une des boîtes aussi qui accepte de prendre des stagiaires. C'est des studios qui sont un peu ouverts sur l'étranger, mais je pense que c'est que des stagiaires étrangers en fait. Il y a déjà une team très étrangère. Toi, t'en penses quoi, Ken, des stages au Japon? Pareil, les stages, c'est pas trop dans la culture parce que le stagiaire, tu dois t'en occuper. Et déjà, il faut savoir qu'au Japon, tu es tout le temps en PLS. Tu es tout le temps très occupé. Ouais, tu es tout le temps très occupé. Et... Il y a des gens qui ne connaissent pas forcément le jargon. Pardon. Et du coup, au Japon, tu vois, eux, quand ils prennent les personnes, les jeunes, c'est pour les former pour le studio. Parce que,
c'est pour le plus tard ou après ils savent qu'ils vont bosser pour le studio. Le fait qu'en fait prennent un stagiaire où tu vas le former et qui va pas venir bosser dans ton studio, pour eux, il n'y a pas vraiment de mérite. Et même, il y avait certains studios comme Digital Frontier, je crois, ils avaient pris des stagiaires. Ah oui, oui, ça c'est encore autre chose. Ils avaient pris des stagiaires et maintenant ils évitent d'en prendre parce que finalement, tous les stagiaires qu'ils ont pris, il n'y a aucun qui est venu bosser. Ils forment des gens à perte en fait, parce que les gens finalement ils partent à la fin ou ils se découragent. On pourrait éventuellement parler du cas de Digital Frontier, mais c'est assez particulier. Ouais. Là dans le chat, on est en train de se faire contredire par Claire et une autre personne. Non, mais non, elle ne contredit pas. J'ai vu que des Japonais, pour le moment, d'accord, que des Japonais. Ufotable en prend, mais il faut savoir que c'est pas rémunéré du tout. Hein. Ouais, c'est normal. C'est des stages, c'est normal. Quoique, enfin, à Télécom, j'étais pas rémunéré, mais à Satellite, les frames que je faisais, j'étais rémunéré. Enfin, à Satellite, j'ai l'impression qu'ils me prenaient pas. Enfin, vu que j'ai l'impression qu'ils connaissaient pas stagiaire, tu es freelance, tu bosses pour nous, t'es payé à la fête. Je suis à Tokyo. Il y a une question. Attends, je suis à Tokyo en tant que doga, artiste sans expérience en japonais. Quels sont les meilleurs studios? Pour apprendre, pourquoi Il n'y a pas de souci, Claire, tu peux nous contredire. Je donne de l'espoir. Vas-y, donne. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des studios qui prennent en stage, mais ça reste une minorité. Et ça reste très contraignant pour le studio. Voilà, et si tu n'auras pas les conditions que tu as en France, des 400 € par mois, voilà. les frais de déplacement qui seront. Non, tu n'auras pas ça, quoi. Clairement. Ouais, ça, il faut oublier. Ouais, voilà. Mais du coup, il y a certains studios qui prennent des stagiaires, mais peu. Donc, si jamais ils vous donnent des vents, c'est. Voilà, c'est. Voilà. Mais après, En gros, il faut tenter sa chance. Hein. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire que ça. Il faut tenter. Voilà. Comme on disait tout à l'heure avec Ken, c'est de toute façon une fatalité. Quand tu envoies des mails pour postuler, peu importe ce que c'est, peu importe où tu envoies, tu auras toujours 9 mails sur 10 qui vont rester sans réponse. Clairement. Dans le meilleur des cas, tu auras une réponse sur 10 mails envoyés. Il faut tenter. Il faut savoir aussi que toutes les périodes ne sont pas forcément bonnes pour les studios. C'est ça. Si vous voulez postuler en doga, par exemple, les studios embauchent plutôt au Japon. La période de recrutement, c'est avril. C'est avant ça, parce que les débuts de contrat se font début avril. Donc il faut avoir le bon timing pour postuler. Ça peut être une bonne idée de. Logan Che, non, se présenter en personne au studio, vaut mieux éviter. Ne pas faire ça. Ça se fait pas. Il vaut mieux envoyer un mail avec un lien sur ton portfolio et tout, et après, s'ils te répondent, tu peux venir nous voir et tout, voilà. Je tiens à rappeler que les horaires de travail, c'est pas la France. Hein. C'est pas 8 heures de travail par jour ou 9 heures de travail par jour. De toute façon, peu importe où tu vas, tu vas pas sonner chez les gens sans prévenir avant. En plus de ça, il faut savoir un truc, on va parler vite fait de ça, mais je pense que vous êtes au courant, vous avez dû entendre parler de ce qui s'est passé l'an dernier avec le studio Kyoto Animation. Ouais, voilà. Il y a eu un mec qui a balancé un cocktail Molotov qui a créé un incendie dans le studio parce que le studio n'était pas surveillé. Et les studios sont vachement sensibles à ça maintenant, quoi. Et les gens qui viennent se pointer devant un studio sans avoir prévenu avant, ils leur ouvrent pas la porte. Et limite, ils appellent les flics, quoi. Donc, particulièrement depuis cet incident-là, c'est vraiment pas bien vu de le faire. Je me souviens à Bones, il me disait ne traînez pas autour du studio, s'il vous plaît. Il y avait quelqu'un qui posait une question sur les écoles. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu au début, tout le monde n'était pas forcément là, mais oui. En gros, Ken a fait DMA et l'EMCA. Mehdi a fait 2 écoles de 3D, c'est pareil. Ouais. Et moi, j'ai fait Pivot et les Gobelins. C'est pas une obligation de passer par ces écoles-là, c'est pas une obligation de faire 2 écoles à chaque fois. Mais clairement. En fait, je crois que le plus important, c'est de savoir un peu dessiner. Alors, soit tu sais très bien dessiner et tu parles pas japonais, soit tu sais pas très bien dessiner mais tu parles très bien japonais, et ça te permet déjà d'accéder facilement, on va dire, à un poste au Japon, on va dire. Mais c'est vrai que le fait de savoir parler japonais, ça reste quand même très important. Mais on va dire qu'au minimum, il faut savoir l'un des deux. Au minimum, il faut savoir l'un des deux. C'est-à-dire ou parler japonais. Disons que si vous avez un excellent niveau de dessin et il faut aussi être bien adapté à ce qu'ils cherchent, hein, parce que tu peux être très très bon en dessin, mais
Faut pas faire du cartoon. Si Oui, tu faut pas fais faire. du Il s'agit pas de faire style, jouer, voilà. du style Cartoon Network ou un style extrêmement Très bon Disney. niveau dessin réaliste. Ouais, faut que ce soit adapté à la production d'animation japonaise. Mais si vous avez un excellent niveau de dessin, et il faut vraiment que ce soit excellent, ça peut compenser pour le fait de ne pas parler japonais. Ouais. Ou alors, si vous avez un niveau commun, ou même si vous n'avez pas un très bon niveau, si vous parlez japonais, je pense qu'il faut parler suffisamment bien. Vous pouvez avoir des studios qui accepteront de vous prendre en formation double. En gros, JLPT2, et- c'est suffisant, c'est ça? JLPT2, pour ceux qui se posent. Franchement, moi, j'ai jamais passé ces tests-là. C'est pas le plus important, c'est d'être capable. Parce qu'il y a des gens qui ont ce niveau-là, qui font des études en France, qui ont un niveau 2 en test de japonais, Ouais, mais qui parlent pas encore. et qui arrivent en fait sur le terrain et qui se rendent compte que ce qu'ils ont appris à l'école, en fait, c'est pas le japonais qui est parlé vraiment dans la rue, quoi, par les gens dans les studios, En et effet. qui peuvent se retrouver un petit peu, décontenancés par ça au début. Mais Le niveau de diplôme, c'est pas le plus important. C'est vraiment ce que tu es capable de, comment tu es capable de communiquer avec les gens. oui, certes, mais le diplôme, quand tu veux ton visa, ça devient important. Oui, Ouais, alors, pour l'école, ça, ça- pas le diplôme non, japonais. Ah oui, oui, ok. non, il a raison. Le Ouais. diplôme de japonais, moi j'ai pas de diplôme de japonais. Et Mais ça rentre pas dans les critères. si, ça rentre dans les critères. Ouais, Mais c'est voilà. pas le truc, c'est pas une condition éliminatoire, et c'est pas le truc le plus important. Ok. Mais du coup, c'est vraiment le diplôme d'école qui est. Oui, oui. Ouais. Par contre, un truc à savoir, et moi j'ai failli arrêter les gobelins avant de finir et d'avoir le diplôme, parce que j'avais une opportunité de travail en fait après un stage, et j'ai hésité à la prendre, et mes parents m'ont poussé à terminer l'école. Je le savais pas à l'époque, mais en fait ça m'a vraiment sauvé la mise par rapport au Japon, parce que le Japon, si on n'a pas de visa, pas de diplôme d'école reconnu par l'État, ça peut être très compliqué d'obtenir un visa ici. Bah, disons qu'il faut soit un diplôme d'école, soit de l'expérience, il me semble, dans l'industrie dans laquelle tu veux travailler. Ouais, mais Pour le diplôme, je crois que c'est une licence minimum. le diplôme, ça aide toujours. Ouais, bah, quand tu veux faire ta demande de visa. Je pense que oui, un diplôme qui n'a rien à voir avec la NINS, ça peut passer, à mon avis. C'est l'administration, c'est toujours comme ça, c'est un peu bête et méchant. Et il faut juste cocher des cases, mettre des croix dans des cases, et si tu as la croix dans la bonne Courage, case, Claire. c'est bon, courage, Claire. Ouais. Donc voilà pour les formations en école. Et voilà, Est-ce que j'ai t'as d'autres questions. Hein. Ouais. J'ai juste un paquet de questions. Ouais. Alors, est-ce que j'ai un truc, comment entrer en tant que Français et est-ce que la discrimination était présente, en gros? Est-ce qu'il y a de la discrimination dans les studios japonais? En gros, c'est ça la question principale, parce que entrer en tant que Français, je pense qu'on a à peu près expliqué. Mais parler de la discrimination, pour ceux qui s'en inquiètent, faut y aller. Hein. Personnellement, moi, j'ai jamais senti ça. Non. Non, moi, je pense qu'ils sont Ah, plutôt d'accord. ouverts à l'étranger, en fait, j'ai l'impression, pour l'instant. Ce qu'il y a, c'est que si tu arrives en tant que Français et que tu te comportes mal et que tu donnes une mauvaise image de toi et tout, ça peut se répercuter sur les Français en général. Parce qu'ils vont peut-être se dire, ah voilà, on a pris un Français ou peut-être deux Français qui sont mal comportés, on prend plus de Français. C'est déjà arrivé ce genre de choses dans certains studios. Ouais. Le studio Ghibli, pour en parler, ne veut plus prendre de français maintenant. Voilà. Tu veux raconter? Non, on ne peut pas parler de ça. Non, mais pas sans à cause de moi, préciser, je suis mais pour rien. sans avoir besoin de préciser, mais en gros, voilà, il faut vraiment faire attention aussi, parce que quand tu vas travailler au Japon, ils vont pas te discriminer, et c'est des gens qui vont te laisser ta chance. Ils vont vraiment être open à toi, tu vois, genre, ah, on prend un étranger, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Mais bien sûr qu'il y aura des trucs culturels qui vont peut-être des fois être un peu tendus et tout, mais il faut faire quand même l'effort de toi de t'adapter, entre guillemets, à l'endroit où tu vas en fait. C'est pas à eux de s'adapter à toi. Et Ouais. du coup, Ouais, faire un effort là-dessus. Et bien sûr, après, il y aura des petites différences et tout, où ils vont être assez tolérants. C'est pas non plus de la prison, hein. Ils vont savoir que tu es étranger, ils vont tolérer certaines choses. Mais ouais, c'est juste à condition que tu mettes quand même une certaine bonne volonté dans ce que tu fais. Mais si tu commences à vouloir appliquer les systèmes français sur les règles du travail et tout ça au Japon, ils vont juste pas comprendre et tu vas passer pour le gars enfin, le gaijin relou, quoi. Et de un, ils vont plus vouloir, ils vont trouver un moyen de te dégager sans le dire clairement. Et de deux, ils vont plus prendre de gens de ta nationalité ou peut-être même plus d'étrangers des fois dans certains cas. Après, tu en as d'autres qui sont assez ouverts aussi et qui savent que voilà, même s'il y a une mauvaise expérience, c'est pas tout le monde qui est Ouais. concerné. Mais tu as des cas quand même de C'est, blacklistage comme ça de pays complets. C'est ce qui est arrivé, ce qui est arrivé à Satellite. Satellite, avant d'embaucher Thomas et Stan, ils avaient travaillé en coproduction avec un studio français
sur la série Valérian. Et de ce que j'ai entendu, ils n'avaient pas eu une très bonne, ils n'en avaient pas gardé un très bon souvenir de la collaboration avec les Français. J'ai cette impression en fait que il y a eu une époque comme ça, il y a eu des collaborations qui se sont faites entre la France et le Japon, entre des studios français et des studios japonais, qui se sont pas forcément toujours très bien passées. Ce qui m'étonne pas du tout parce que quand on voit sur place comment c'est compliqué d'accorder en fait la méthode japonaise avec ce qu'on a l'habitude de faire en France. Ouais, clairement. Il faut réussir à s'entendre au niveau de la langue, d'être sûr de ne pas faire de quiproquo. On a vu, je pense, tous autant qu'on est, vraiment plein d'exemples de moments où il y avait des incompréhensions, etc. Mais le fait d'être sur place et de connaître la personne directement avec qui tu interagis, ça atténue vachement les tensions. Oui. Parce que la personne, si tu fais à un moment donné une erreur ou tu ne comprends pas un truc, la personne va te voir directement, vous en parler, tu vois que c'était une erreur de quiproquo, de mauvaise compréhension, etc. Alors cette petite tête de chien battu, elle va se dire bon, ça aide vachement à ce que ça dégénère pas, quoi. Alors qu'à distance, le travail à distance, quand tu additionnes les cultures de travail et juste la culture normale, les différences de culture qu'il y a entre les deux pays, ça m'étonne pas que c'est plus clashé. C'est à mon avis presque inévitable. Ouais, puis c'est connu que même entre même culture, t'as des quiproquos par mail, t'as des malentendus et tout. Alors, c'est compliqué. Ouais, clairement. Donc, vaut mieux de toute façon venir travailler sur place. Mais ouais, pour les histoires de discrimination, il y en a peut-être, mais tu vois, moi j'ai jamais ressenti ça et globalement. Je pense qu'en tant qu'Européen, on ressent pas aussi la même chose que des gens, par exemple. Ouais, alors je pense qu'en tant que Français, en particulier, on est vraiment privilégié. Ouais. Parce qu'ils ont une image de la France qui est vraiment très bonne. Au niveau artistique, il y a pas mal d'animateurs qui connaissent les films d'animation français, en tout cas certains films d'animation français, qui apprécient l'art français. Et donc, en tant qu'artiste français, on part plutôt avec un capital sympathique qui n'est pas négligeable. Voilà, c'est-à-dire ils n'ont pas le même rapport avec. Moi, je pense qu'il y a plus de difficultés, par exemple. Peut-être que tu peux rencontrer plus de difficultés en étant chinois ou coréen qu'en étant européen ou français, comme tu dis. Mais bon, ça reste réduit parce qu'il y a quand même pas mal de Chinois et de Coréens qui travaillent, dans les studios japonais et ça a l'air de je pense que globalement aussi, tu vois, on est dans un contexte avec les milieux artistiques sont quand même un peu plus tolérants. Et nous trois, on n'a jamais eu de mauvaises expériences dans le cadre du boulot. Si jamais on en avait et que c'était si pénible à vivre au quotidien, on ne resterait pas au Japon. Je pense qu'on a le côté d'être français, on a de la chance, je pense. Après, je ne serais pas peut-être pour les autres personnes. Mais on ne pourrait pas. De ça, c'est difficile pour nous d'en parler parce qu'on n'est pas concerné. Ouais. On ne va peut-être pas faire de suppositions, mais voilà, en tant que Français, on est plutôt bien vu et en tant qu'étranger, je pense, nous trois, de notre expérience personnelle, en tout cas, on n'a jamais eu de problème. Moi, il y a une petite question intéressante là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler au Japon parce que c'est dur et le salaire n'est pas fou apparemment? C'est de la passion. Ouais, alors moi c'est un peu un sujet qui me tient à cœur aussi, parce que j'aime bien démystifier ce truc-là. Travailler dans l'animation au Japon, ça ne veut pas forcément dire devenir animateur 2D au Japon. Il y a plein d'autres postes possibles. Moi en l'occurrence, voilà, je suis chef décor sur un projet japonais, mais j'ai travaillé pendant longtemps en tant que designer décor. J'ai fait un tout petit peu de storyboard aussi. Tous ces métiers-là, c'est des métiers. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème financier ici. J'ai toujours été très correctement payé. Et quand je travaillais en design, la pré-production, il faut savoir que c'est beaucoup moins intense, beaucoup moins dur en termes de planning de travail que de travailler en production. Donc la pré-production, c'est tout ce qui va être design et storyboard. La production, c'est travail de décor qui est visible à l'écran et d'animation, clé et intervalle. Compositing aussi, tu arrives en bout de chaîne, c'est assez compliqué. Ces postes-là, souvent, en tout cas sur de la série, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut différencier. Il faut différencier la série et le long métrage. Ouais, complètement. C'est très différent. Ouais, c'est vraiment deux mondes différents.
je peux peut-être en parler là, pour l'expérience que j'ai de la Ouais, série. bien sûr. Et puis tu peux dire, en fait, toi, en l'occurrence, tu as Ouais. commencé Doga, après animateur clé, Ouais. tu as augmenté tes tarifs au fur et à mesure, et là, tu arrives à travailler sur du long métrage. Tu as Ouais. commencé animateur clé sur la série. Oui, c'était l'animateur clé. Quand j'ai commencé Doga, clairement, j'étais payé à la frame, Au dessin. au dessin. C'est combien par dessin? 2 €? En euros? 2 euros par 2 dessin. € par dessin. T'en faisais combien par mois? Alors, le moins que j'ai pu faire, c'était 150. Donc voilà, 150 fois 2 euros, ça fait 300 euros par mois. Ouais, mais après, tu avais une petite aide du studio qui était équivaut à 5 man. Donc, j'avais une aide de 400 €. Tu vois. Du coup, j'avais un petit salaire fixe de 400 €, puis ça s'est rajouté dans mon truc. Du coup, j'avais 700. Le grand luxe, quoi. Ouais, 700 €. Puis, le best que j'ai fait, c'était 650, vers 650 frames. Mais ouais, t'as pas dit. J'étais lent. Je faisais partie des plus lents. Le studio me demandait minimum de faire 300 dessins. Parmi dans ma promo, il y avait une fille et une coréenne. Elle en faisait plus de 1000. Et moi, j'étais un escargot, j'étais d'une lenteur à côté d'elle. Elle les enchaînait, tac, 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 et les inters et tout. Non, c'était impressionnant à voir. Mais ouais, du coup, le Doga, j'en ai fait 1 an et demi. Si on compte mon expérience, 3 mois, 4 mois à Télécom et Satellite, puis 1 an et demi sur Graphinica. Ouais, j'ai fait du coup, on peut dire 2 ans de Doga. Et du coup, j'ai beaucoup appris à là. Mais tu apprends des inters, des cleans que tu vas faire, des post-clés des animateurs. Tu apprends comme ça, tu vois, ok, pour tel mouvement, il y a tant de pauses et tout, et ils time comme ça. C'était très formateur, mais donc Ouais. assez dur en termes de rythme de travail et de rythme du travail, des fois, salaire. Ouais, des fois, tu vois, tu termines un plan, tac, le lendemain, tu y arrives, bam, t'as une pile de 3 cuts, ouais, pour aujourd'hui, s'il te plaît. Ouais. Du coup, là, tu enchaînes, et tu dis, je suis désolé, je vais avoir un peu de retard et tout, et voilà, du coup, tu dis que tu vas terminer, ouais, je vais pouvoir le terminer demain matin. Et tu sais que pour terminer demain matin, je vais passer une nuit blanche. Ouais, mais au final, est-ce que pour toi, ça vaut le coup d'avoir fait toutes ces PLS? Parce qu'on en a fait des PLS, sinon oui, on en parlera a plus fait. tard, mais pour moi, c'est. Encore une fois, les PLS, c'est des charrettes, c'est ça. Oui, désolé. Un terme En effet, donc en fait, c'est devenu très pour les prochains lives, sachez que on le reprécisera, mais le mot PLS, c'est le mot qu'on a fini par utiliser avec tout le monde pour dire qu'on était en charrette de travail et on était en rush, quoi. En gros rush, un truc énervé, quoi. Alors, ils prennent pas en compte la complexité de l'anime. Alors, attends, si attends, tu peux le. Attends, de répondre à cette question. Ouais. Pardon. Du coup, moi, je vais un peu conclure. En gros, est-ce que ça vaut le coup de travailler au Japon et tout, malgré le salaire et tout? Tout dépend ce que tu cherches. Moi, je pense que oui, ça vaut le coup par exemple, pour Ken, pour moi, pour Yann. Là, maintenant, je pense qu'on est tous à peu près satisfaits d'avoir choisi cette voie parce qu'artistiquement, on s'y retrouve. Techniquement, on s'y retrouve. Et puis, au final, ça apporte quand même un certain succès, un certain, comment dire, les gens te demandent des choses, on veut en savoir plus sur la culture japonaise. Donc, tu as ce rôle aussi où tu peux faire une sorte de biais, de lien entre la culture de l'animation japonaise et française. C'est assez excitant ce côté-là. Là, tu dérives encore sur autre chose, mais juste, j'aimerais refaire un petit résumé là, de ce qu'on a dit, parce que toi, tu n'as pas parlé aussi de ton cas, de comment est-ce que en fait, tu te débrouillais pour vivre au Japon. Ah oui, en effet, ouais. C'est pas fait. Mais ça, c'est gros, moi, pour résumer un petit peu, moi, j'ai fait beaucoup de travail en pré-production. Il y avait, je rebondis sur une personne du chat là, qui demandait s'il y avait besoin d'expérience. Quand j'ai commencé, en fait, j'avais pas vraiment d'expérience en design décor, mais j'avais un portfolio qui était suffisamment solide, je pense, pour pouvoir commencer là-dessus. Et puis Thomas était bien là pour m'épauler, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là. Je pense que voilà, donc c'est peut-être pas possible pour tout le monde, mais si vous vous débrouillez bien en dessin de décor, vous pouvez normalement accéder assez facilement et assez rapidement à un poste de designer. Donc, moi, je me suis toujours j'ai toujours eu quand même des conditions de travail relativement confortables, niveau salaire et niveau planning. Ken, lui, il est actuellement animateur clé à 4C sur du long métrage, et donc il y a un niveau, un rythme qui est beaucoup plus posé et un salaire qui est meilleur. Mais il a commencé à la dure en faisant 2 ans de Doga,
où il s'est bien formé, etc., même si c'était très dur au début. Après, de switcher animateur clé sur de la série en freelance, faire son expérience, monter son expérience, et c'est ça qui permet ultimement d'arriver à des postes d'animateur sur du long métrage. En fait, les animes que tu fais, après c'est une sorte de portfolio. Oui, ça devient tu montes tes animes, les gens voient ton niveau, ils voient ah putain cette anime elle était cool, j'ai bien aimé, et du coup voilà, et après tu te fais contacter par Twitter. Oui, il faut savoir que le réseau Twitter au Japon est très très fort. Et je reviens un peu sur Mehdi, c'est là où je voulais arriver. En fait, Mehdi, il a encore trouvé une autre manière en fait, de survivre dans le milieu de l'animation japonaise. Je te laisse expliquer un petit peu. En fait, ça s'est fait un peu. J'ai découvert cette méthode-là un peu parce que moi, en fait, j'aime bien de base l'animation. J'ai commencé par aimer l'animation européenne, puis après aussi à aimer l'animation japonaise. Et je me suis dit que ça pourrait toujours être un plus de garder un pied dans les deux, de jamais complètement m'enfoncer dans l'un ni dans l'autre. Et au final, ça a le double avantage d'être mieux payé aussi. Les projets ont le double avantage d'être mieux payés aussi en Europe, etc. Et du coup, ça permet aussi d'avoir justement de créer ce pont entre justement, de me permettre de travailler pour deux types de projets distincts, qui sont les projets européens et les projets japonais en alternance. Pour moi, c'est ce que je fais en fait. C'est pour ça que les projets européens en fait assurent ton salaire sur le mois. Oui, ils assurent mon salaire. L'animation japonaise, tu le fais vraiment pour le plaisir. En gros, l'animation japonaise, c'est plus une sorte de... Je m'en sers pour le plaisir et pour apprendre des choses en animation dans un style que je connais pas, que j'ai plus de difficultés à explorer, qui est plus réaliste et tout. Et l'animation européenne, en fonction des projets, des fois c'est plus cartoon, des fois c'est plus japanime. C'est vrai que dernièrement, je me concentre plus sur un style japanime parce que je commence à faire une sorte de synthèse de tout ça. Mais oui, moi, ça me permet en fait d'aller chercher des connaissances au Japon pour pouvoir aussi les appliquer et les offrir à certains studios en fait, qui en ont besoin. Et ça permet en même temps de vivre mieux et de pouvoir résister à la vie japonaise. Parce qu'il faut savoir que, voilà, en moyenne, si vous voulez avoir une idée, un plan, normalement, on doit faire 1 à 2 plans par jour en étant gentil, en étant très gentil par rapport à un rythme d'animateur. Et un plan, sur de la série, hein, on parle bien de la série. Et un plan, c'est payé combien 40 euros maximum par mois 40 euros par plan, pardon. 40 euros par plan. Donc tu vas avoir au maximum une journée à 80 euros par... Je me permets quand même un petit aparté là-dessus, une petite précision. Là, tu parles en fait de tarifs en freelance. Il faut savoir que il est possible, une fois en gros que tu as montré à un studio que tu étais quelqu'un de fiable et que tu étais capable de rendre tes plans à l'heure et d'avoir une certaine qualité, si tu t'entends bien avec ce studio-là, il est tout à fait possible d'obtenir un contrat de travail où tu es payé en fait, ou d'être salarié auprès du studio. Tu es toujours en freelance, mais tu es payé régulièrement au mois. Exact. Et dans ces cas-là, en général, le studio s'arrange pour t'offrir un salaire relativement confortable. Enfin, qui te permet de vivre en tout cas décemment. Il y a un gars qui avait commenté que ça fait 7 ou Y. Parce que ça fait vraiment, on parle plutôt vraiment la différence. Ça fait vraiment la différence. En fait, les tarifs freelance quand tu es payé au plan sont pas les mêmes que quand tu es embauché par la boîte avec un salaire fixe. Et c'est vraiment l'expérience, ça fait varier les prix. Ça change beaucoup la donne. Et il y a cette option-là qui est possible et dont on parle pas assez souvent. Après, quand ils te payent au mois, ils s'attendent que tu fasses un quota. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut d'abord prouver que tu es capable de faire de la qualité, de rendre tes plans à l'heure. Une fois que tu as montré, en gros, les plans en freelance, payés au plan, je vois ça un petit peu comme des tests longue durée. Oui, complètement. C'est des tests de longue durée où tu es rémunéré. Et si jamais tu as envie de poursuivre avec le studio, en général, si ça se passe bien avec un animateur, ils sont tellement en manque de staff qu'ils peuvent proposer, je pense, relativement facilement. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai préféré travailler comme ça, parce que ça me laissait une certaine liberté sur les projets que je pouvais choisir. Par exemple, j'ai pu choisir des projets. En fait, moi je pars du principe que j'aime bien faire des petites participations sur les projets, à part certains projets, de façon déjà à me concentrer, à garder, tu sais, la flamme, l'énergie du projet, le feu du projet au maximum, et du coup de donner le meilleur de ce que j'ai, d'aller chercher le plus possible sur le projet sur une petite durée comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien changer aussi de projet souvent. Et le format freelance, du coup, ça me correspondait mieux. Alors que c'est vrai que tu as ce phénomène aussi quand tu travailles longtemps sur un projet où tu peux aussi te lasser ou perdre un peu la motivation et tout.
À moins que ce soit vraiment un projet genre que tu kiffes et tout, mais il y a toujours ce moment où tu te lasses. Pour l'instant, moi, c'est vrai que j'ai un peu esquivé ça par le freelance. Donc voilà, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'aime bien ce format-là. S'il est plus confortable en fait. Mais après, si tu as vraiment envie de faire un projet, de le mener au bout, que tu travailles avec des gens avec qui tu as envie de faire un truc à fond et tout, là, tu te mets sur le projet à fond et ça sera différent. Alors, ce côté de pouvoir switcher de commentaires. projet. Ouais. Pardon, excuse-moi. Je dois passer pas mal de commentaires différents. Il y a une question sur les décors. Les décors en production, moi, j'ai jamais fait de décor couleur en production. Donc, je peux pas vraiment, enfin, en étant payé au plan, donc je peux pas vraiment répondre à cette question-là. Ouais, de mémoire, c'est entre 3000 et 4000 yens. Donc, c'est genre 20 à 30 euros pour un décor, ce qui est vraiment pas ouf du tout. Donc, le reportage sur l'animatrice qui gagnait à peine 300 euros par mois. Ouais. Je pense que c'est possible. Hein. Ouais, c'est clairement. Il y a malheureusement il y a aussi tous les studios n'ont pas les mêmes tarifs. C'est ça. Il y a des studios vraiment qui sont petits, qui escroquent vraiment, qui exploitent vraiment leur staff. Ça a tendance un petit peu à changer auprès des gros studios. Il y a quand même des efforts qui sont faits. Il y avait une question, je remonte beaucoup plus loin. Je vais juste répondre à cette question en parallèle. Le truc des 300 euros par mois, je pense que c'est un cas de figure qui s'est fait parce que la fille, elle doit être freelance, par exemple, et qu'elle doit être aussi assez lente dans sa production. Et du coup, bah, forcément, elle gagne ça. Et je crois que le reportage en question, elle parlait plus de sa passion aussi. Ouais, je pense que les 300 euros par mois, ça m'étonnerait que ce soit... Ouais, non, c'est pas un contrat. Hein. Donc c'est du freelance. Et souvent, faut pas oublier que beaucoup d'animateurs japonais, en fait, ils vivent à Tokyo et ils vivent chez leurs parents, surtout au début. Donc il y a ce phénomène-là, pas tous, hein, mais t'as certains animateurs qui vivent comme ça et du coup ils bossent beaucoup pour la passion et ils vont pas gagner un vrai salaire parce qu'ils sont les parents derrière et tout. Voilà. Donc vas-y Yann, je te laisse continuer. Tu répondais à une question. On parlait, oui, il y avait une question beaucoup plus en amont quand on parlait de faire monter ses tarifs. Comme c'est, en gros, faut voir le Japon, c'est un peu, moi je vois ça comme le Far West de l'animation. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est un peu un milieu sauvage et il faut survivre. Enfin, des fois, il y a ce sentiment-là un petit peu. C'est pas aussi, heureusement, voilà, c'est pas cruel, on risque pas de mourir. Clairement. Mais il y a des studios qui sont vraiment qui exploitent les salariés. Il faut faire attention parce que quand on débarque, on n'a pas forcément on va avoir tendance à prendre la première opportunité qui se présente. Mais faut faire attention, enfin, faut pas rester forcément trop longtemps dans ce genre de studio. Si vous êtes, ça peut être bien comme première expérience, mais faut vite bouger après. Et en bougeant de studio, moi j'ai remarqué que c'était comme ça, c'est en bougeant de studio que tu peux faire monter tes prix. Ouais, clairement. Tu as gagné une expérience dans un certain studio. Le studio dans lequel tu travaillais, évidemment, tu as gagné en expérience, mais évidemment, ils n'ont pas envie de te payer plus cher. Alors que si tu quittes ton studio, que tu vas voir ailleurs, bah, ton expérience commence à avoir de la valeur et on va naturellement, ou alors toi de toi-même, tu peux proposer des prix un peu plus élevés en tant que freelance. Pareil dans mon cas, enfin, à chaque fois que j'ai changé de studio, bah, mon salaire augmentait. Donc, ils accordent beaucoup à l'ancienneté aussi. Ouais, oui, l'ancienneté, l'expérience est extrêmement valorisée au Japon. Ouais. Tu ne peux pas devenir réalisateur. Même si vous ne progressez pas tant que ça, à partir d'un certain nombre d'années d'expérience, automatiquement, ils vont vous proposer des salaires plus élevés. Ouais, c'est typique des gens qui, par exemple, qui font des écoles en France et qui veulent arriver au Japon en étant directement storyboarder ou réalisateur ou assistant réalisateur et tout ça. Ça, c'est un réalisateur au Japon, il passe par toutes les étapes de la prod, souvent c'est par l'anime, mais aussi c'est par le background, non, je pense. Hein. Le trial, ouais, il y a peu de cas comme ça, mais voilà. Ça peut arriver. Et du coup, il passe d'abord par toutes les étapes le doga, le genga, etc., jusqu'à arriver au stade de réel. Et là, en fait, il peut être réel. C'est pour ça que ça prend du temps. Et t'es jamais réel en sortant d'école. Ça existe rarement, ça. Enfin, c'est utopique. Il y a une question qui peut être intéressante, c'est est-ce que l'animation 3D japonaise est un milieu de niche? Est-ce que ça paye mieux que la 2D? Je n'ai pas trop compris le début de la question, mais c'est surtout est-ce que ça paye mieux que la 2D, l'animation 3D en fait? Globalement, ouais, je dirais. Après, aucun de nous trois. Enfin, si, toi, tu as travaillé un petit peu dans l'animation. Moi, je travaille, ouais. Après, nous, on peut peut-être dans ces cas-là aussi proposer des fois à des gens qui travaillent dans l'animation 3D de leur poser la question. Ouais. J'ai un Français clairement, ça paye mieux. En 3D,
Ouais, mais en fait, il y a des gens qui font de la 3D, on en trouve. Ils recherchent des compétences et ça paye mieux. Il y a vraiment, enfin, moi je vois avec les gens que je connais, mais après, on laissera des gens qui font de la 3D en parler. Ouais, en vrai, on a plein, il y en a plein, des Français. Mais ça paye un salaire plus décent, carrément. Il faut savoir aussi qu'en animation 3D, tu peux aussi te retrouver à travailler pour le jeu vidéo. Les jeux vidéo, globalement, ça paye mieux que l'animation. D'ailleurs, il y a un meilleur niveau en jeu vidéo, en animation au Japon qu'en CGI. Je pense que c'est un petit peu lié. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mehdi? Quel brush utilise C'est vrai en plus, elle est expliquée. Oui, je sais, c'est pas Saina qui a envoyé cette question. Si. Voilà. Merci Saina. Donc, comment ça marche du board au layout à l'animation? C'est trop con. C'est trop long. C'est surtout comme expliqué comme ça. Là. On va faire un point là-dessus, mais et encore, je pense qu'il vaut mieux que les gens. Pensez-vous que l'animation japonaise a un avenir vu le traitement des animateurs? Oui, ça c'est un truc assez. C'est un peu assez intéressant. Il y a certains studios qui commencent à faire attention. Pas tous, mais tu as certains studios où ils mettent des salaires fixes et tout. Tu as la Chine aussi qui commence à. C'est la Chine. Mais ouais, la Chine qui commence à proposer des prix et du coup certains animateurs japonais qui préfèrent bosser pour la Chine. C'est ça. Mais clairement, il faut qu'ils prennent plus soin de leurs animateurs s'ils veulent. Mais je pense que moi, il faudrait qu'ils prennent soin vraiment des animateurs à la base, des intervallistes et des jeunes animateurs, mais qui aient moins de projets, qui prennent plus le temps de les former, parce qu'on parle des salaires, mais la formation est un peu expédiée maintenant. Les gens n'ont pas vraiment le temps. Pourquoi c'est si mal payé? Alors ça, c'est... On pourrait faire une conférence de 3 heures dessus. C'est clair. Ça me et puis surtout, l'animation, de manière générale, ça coûte cher, en fait. Ouais. C'est juste ça. L'animation américaine 2D, les séries américaines, elles sont toutes animées en Corée. Quasiment toutes à 100%. Ouais. Et ce qu'ils font aux États-Unis, c'est juste de la pré-production. Pourquoi c'est si mal payé? Oui, c'est à ça que je réponds. Mais je disais, c'est trop long, je pense, de répondre à ça. Mais... Après, pour rassurer les gens, plus tu as de l'expérience au Japon, plus tu vas pas te payer toujours de la même façon. Si tu commences à avoir genre, 10 ans d'expérience, que tu es balèze et tout, là tu commences à avoir des salaires qui commencent à devenir intéressants. Bien sûr, ouais. C'est mal payé au début. En fait, c'est le début au Japon qui est extrêmement dur. Le début, l'hardcore. Et ça peut rester dur très longtemps. Il faut se bouger aussi. Il ne faut pas attendre que ça te tombe tout cuit dans le bec. Je pense pendant 2-3 ans. Tu attends d'être validé par ton propre studio, des fois tu peux attendre des siècles. Et encore une fois, moi je dis ça alors que je n'ai jamais souffert d'être mal payé ici. Donc, voilà. Faites du décor, faites du design de décor, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, ça veut dire quoi? Faites de la pré-prod concrètement à l'heure. Bah non, c'est pas ça. Trop mal payé concrètement. T'es payé par plan. T'es payé par plan et du coup, payé à l'heure. C'est un bon investissement d'aller travailler au Japon pour revenir en Europe ensuite. Alors moi je peux en parler parce que en fait j'ai fait un aller-retour assez long en France. Je suis arrivé, comme je disais au tout début du live au Japon, je suis arrivé en 2008 et en fait j'ai fait 3 ans à Satellite entre 2008 et 2011. En 2011, je suis rentré en France et je suis resté 4 ans travailler en France. J'ai fait un tout petit peu de travail ponctuellement pour Madhouse et pour Yapiko à distance, mais sinon j'ai travaillé après sur des prods françaises. Et c'est vrai que c'est valorisé de toute façon. Les gens sont très curieux de ça et puis ça a forcément une bonne image d'être parti travailler au Japon. Il y a une petite dernière question qui a l'air pas mal. Est-ce un bon investissement d'aller travailler au Japon pour C'est la question à laquelle je répondais. Mais... que j'entends pas très bien du coup. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est peut-être nous. Il faudrait qu'on se rapproche. Ok. Non, mais c'est parce que je vais baisser mon micro par rapport aux échos. Mais je remonte. Mais du coup, toi, je pense que tu auras des choses à dire là-dessus. Ouais, clairement. T'es très demandé. T'es très demandé parce que l'animation japonaise, ça explose dans la série. Et même dans la pub, en fait. Même dans la pub, de la pub de jeux vidéo, de la pub de plein de petites choses, et même des trucs qui n'ont rien à voir. Genre, moi, j'ai terminé à faire... je pense que les gens qui suivent, ils ont vu une pub qui s'appelle ISO,
qui a été fait par le studio The Line, et c'est une pub de vélo. Donc rien à voir quoi, avec l'animation japonaise, mais ils ont fait un truc carrément, une sorte de petit court-métrage avec des scènes d'action de fou et tout. Les gens demandaient si c'était pas une nouvelle série, mais en fait non, c'est une pub de vélo. Donc même du clip pour des chanteurs qui n'ont pas du tout d'un univers japonais, etc. Donc ouais, clairement, bosser au Japon et revenir, c'est un gros avantage. Je pense que pour que ce soit vraiment, que ça fasse vraiment effet, il faut quand même peut-être rester, travailler 1 an, c'est trop court. Ouais, un an, c'est trop court. Ouais, Faut vraiment avoir suffisamment de temps pour intégrer un peu le style japonais, pour être à l'aise, Pour enfin, progresser, plus ou pour moins à l'aise avoir avec. vraiment le temps de comprendre et d'apprendre Ouais. vraiment comment ça se passe sur place. Tu apprends tout le temps. Enfin, moi, Ouais, là, ça va bientôt faire 5 ans que je suis au Japon. J'apprends. Oui. Pour résumer, ouais, le Japon, ça peut être un bon investissement pour plein de choses, mais c'est un investissement à long terme. Exact. On ne fait pas un stage, enfin, on peut, mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire un stage japonais de 6 mois, tu n'apprends pas vraiment. Ouais, voilà, en fait, tout dépend de ton approche. Enfin, il y a des gens, ils veulent juste faire une expérience au Japon, genre juste un an. Juste vivre, en fait, ils veulent plus vivre au Japon que vraiment travailler et d'apprendre Tout la dépend façon des de profils, faire je pense. l'animation. Et après, des gens où ils veulent faire carrière au Japon, tu vois. Tout dépend des profils des personnes. D'autres, c'est juste, je veux bosser juste sur une prod. Ouais, je veux faire juste un an, et puis après, je rentre en France pour mon portfolio, tu vois. Voilà, ça dépend de vos approches, quoi. Mais si vous voulez faire carrière, il faut apprendre le japonais, il faut mettre la main dans la. Après, faire carrière au Japon, moi, je crois que les premières années, c'était pas aussi clair dans ma tête. Hein. C'était juste. Il y avait quand même un. Je me souviens quand même que la première année, moi quand je suis venu la première année, je venais juste à la base pour 1 an en visa vacances travail pour travailler sur Basquash. Et puis dans ma tête, c'était je fais 1 an d'expérience et je rentre en France. Et assez rapidement, ouais, j'ai vu toutes les possibilités qu'il y avait. J'ai eu la chance de rencontrer des artistes que j'admirais lors de ma première. On va faire des petites anecdotes comme ça, mais lors de ma première année, j'ai eu l'occasion d'aller visiter le studio Gainax à l'époque où Trigger n'existait pas encore. Donc on a rencontré Imaishi, on a rencontré Sushio, on a rencontré tout un tas d'artistes incroyables là-bas. Et c'est hyper inspirant. Ouais. C'est de te rendre compte que tu peux rencontrer ces gens, parler un petit peu avec eux, et éventuellement tu te dis un jour, ouais, j'aimerais bien travailler avec ces gens. Et donc, ouais, je me suis dit, ça vaut le coup. Quand tu as ce genre de rencontre, en fait, ça te motive vraiment pour apprendre le japonais. En tout cas, moi, ça a été le cas pour moi. Je me suis dit, il faut vraiment que je m'y mette et que je puisse communiquer avec ces gens-là, discuter avec eux. Après, il y a une autre question. Enfin, tu as eu la chance, enfin, vous deux, vous avez eu la chance et vous avez aimé le Japon, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que, enfin, des fois, je conseille quand même, avant de s'aventurer au Japon, d'aller au moins une fois au Japon pour voir qu'est-ce qu'est le Japon, quoi. Ouais, ou alors tu viens sur place pour travailler, c'est sûr que tout le monde se plaira pas, forcément. Ça demande. Peut-être que tu rebondissais un peu là-dessus, mais il y a une question sur est-ce que c'est compliqué de s'adapter culturellement. Ouais, voilà, ça dépend des gens. C'est pas facile. Le Japon, c'est pas quelque chose de facile. De toute façon, on n'y va pas pour la facilité, mais c'est. Oui, c'est possible de ne pas aimer le Japon. Ouais. Parce qu'entre le fantasme et la réalité, il y a un gap, un fossé assez énorme parfois. Le Japon, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas tout rose, c'est pas tout noir non plus. Moi, j'essaie de rester le plus équilibré quand je donne mon avis sur ma vie et mon travail au Japon. Mais évidemment, ça me plaît. Évidemment, j'y trouve mon compte. Sinon, je resterai pas. Quoi. Il y a Alex qui dit c'est pas possible de pas aimer le Japon. Et il veut quoi c'est Alex qui disait ça. Oui. Oui, non, mais vraiment, il y a ce genre de questions-là. Des fois, les gens sont persuadés que c'est le pays de leurs rêves, mais quand tu es sur place, on pourra peut-être parler à l'occasion du choc culturel et clairement. Les difficultés qu'on a à s'intégrer, à s'adapter, en fait. Ouais, c'est un gros sujet. Une grosse question. Il y a une question de Nourdine. Vous voyez comment professionnellement dans 5 ans Dans ta boîte C'est 16 ans.
J'ai pas d'idée préconçue. Non, non plus, je sais pas, dans 5 ans. Je peux dire où je me vois pas. Je me vois pas intervalliste dans 5 ans, ça c'est sûr. Mais que je continue à être superviseur décor ou storyboarder, j'aimerais bien me remettre un petit peu au storyboard et en faire un peu plus au Japon. Et, Ouais, moi perso, dans 5 ans, je sais pas, je vois qu'il y a les présidentielles. Du coup, je me dis ça peut être intéressant. Non, Ah, pardon. non, non. Non, mais en gros. La blague sortie de sang-froid que personne n'a capté. C'est clair. Mais dit Non, président au Japon. Dans Moi, 5 je ans, je remplace Shinzo Abe. Non, mais dans 5 ans, non. Je pense que, ouais, tester des nouvelles expériences, peut-être. Essayer plus d'avoir des parts plus importantes dans la prod en termes de création. Des choses comme ça. On verra. Selon les opportunités qui viendront, en fait, je pense qu'on suit tous un peu vachement les opportunités qui viennent, quoi. Et toi, Ken, dans 5 ans? Dans 5 ans, je pense que je ferai toujours, je pense, Gengar, à part s'il y a d'autres opportunités qui se feront à moi. Mais déjà, pour moi, ce sera toujours de m'améliorer et devenir meilleur animateur que le mois d'hier. C'est vrai ce que je dis? Ouais, Ça m'améliore. Ouais, c'est meilleur. Il y a une question qui est intéressante, c'est est-ce difficile d'intégrer l'animation japonaise en tant que femme française? Ça, c'est peut-être des questions que pas mal de filles peuvent se poser. Oui, mais on ne pourra pas y répondre parce qu'on n'est pas des femmes. Ouais. C'est mieux de laisser la parole. J'aimerais bien, à un moment donné... on pourrait demander à Claire, par exemple, de dire ce qu'elle en pense. Tu vois, c'est comme ça. On pourrait faire une spéciale Claire, on invite les 3 Claires du Japon. Ouais, voilà. Qui travaillent... non, Saina, elle ne voudra pas. Saina, ouais. Saina, peut-être, elle le fera en visage caché avec une voix modifiée. Mais ouais, on aimerait bien que les gens concernés puissent s'exprimer là-dessus. On va pas répondre à cette question-là. Ça part en couille dans les commentaires, Mehdi 2022. Bon, on va se calmer. Hein. C'était juste une blague. Je pense pareil. J'espère. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres questions auxquelles vous voulez répondre? Saina, lol. Ah, Saina est là. Saina, viens. On est bien. S'il y a des dernières questions avant, parce qu'on va devoir arrêter le deuxième live. Et puis là, on arrive. Là, on a explosé le temps prévu. Ça crée des prévu. attentes particulières d'être animateur français par rapport à un animateur japonais. Ça crée des attentes particulières d'être un animateur français par rapport à un animateur japonais. Ah, j'ai pas compris. Des attentes particulières. Ouais. Puis je suis pas animateur, donc je pourrais pas répondre. Particulièrement, il s'attend pas. Vu que animateur français, il s'attend pas à grand-chose. Enfin, pas à grand-chose. Je vais pas dire pas grand-chose. Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à l'animation japonaise? Je crois qu'en fait, le fait qu'on soit français ou chinois, coréen, ouzbek, ils s'en fichent tant qu'on. Ils sont très pragmatiques à ce niveau-là. Ils veulent juste qu'on soit capable de faire du bon boulot et qu'on arrive à tenir les deadlines. Et qu'on comprenne bien en fait le brief les indications du chef animateur dans le cas des animateurs et du réal dans le cas d'un designer. Peut-être que je vais demander une French touch. Et qu'on mette pas trop de pauses dans nos plans. Ouais. Il faut ça. Monsieur, le plus grand background artiste que vous êtes. Ah oui. Je sais pas si c'est une question. Mais en tout cas, merci. Ouais. Et t'avais pas d'autres questions, Mélie, que tu avais sélectionnées Si, j'en ai. Si vous voulez en rajouter, je peux. On peut en prendre une dernière rapidement, peut-être. Ouais, parce que là, il reste plus que 5 minutes, je crois. Non, ok, une petite question. Alors, attends. Alors, continuez un peu à papoter pendant que je trouve une petite question. Ok. C'est quand le prochain live? Bonne question. Il n'y a rien de décidé. Est-ce que pour le moment, ça vous a plu, ce qu'on a dit, ou est-ce que ça a été intéressant, ou est-ce qu'on a trop raconté nos lives et tout De toute façon, je ferai des questions à ce niveau-là, je pense, pour avoir les retours des gens sur Insta, je vous les partagerai. Et là, il y a à quoi ressemble le quotidien en dehors du travail pour un animateur comme toi, enfin comme nous, quoi. Pour des gens qui bossent dans l'animation comme nous. Il n'y a pas trop de quotidien. Pour nous, en tout cas, il n'y a pas trop de quotidien en dehors de l'animation pendant une bonne période. Avec Ken, on faisait un peu de sport malgré tout. C'est le seul truc qu'on s'autorise à faire. Et puis, bon, on essayait aussi de voir un peu. Enfin, nous, on avait des copines, du coup, on essayait de voir un peu nos copines et tout. C'est le seul truc, en fait, qu'on faisait en plus.
Avant de travailler dans l'animation, ouais, c'était cool. Tu sors, tu vas voir plein de gens, tu découvres des endroits du Japon, tu es un peu en vacances. Mais quand tu bosses, tu as tellement peu de temps. Tu es Ouais, tellement lent par rapport à des animateurs. Un animateur tu connais juste ton petit écart et c'est tout. Voilà. On a passé plusieurs années à pas bouger, vraiment, peut-être juste le week-end de temps en temps. Ouais. Déjà, Voilà. avoir ton week-end et pouvoir sortir en week-end, c'est trop bien. Mais tu découvres beaucoup les combini hein, dans ces moments-là. Le combini, ça devient ton meilleur ami. Hein. Quand tu fais une petite PLS, PLS, je rappelle, c'est un rush de travail. Une charrette. Une petite charrette, et bah ouais, tu découvres pas mal le combini. Hein. Les petits plats tout faits qui sont bien, t'es bien content de les avoir. Les chemises les t-shirts que tu peux acheter quand tu fais des nuits blanches pour te changer, tout ça. Il y a pas mal de choses. Il y a contact avec la lumière du jour, heureusement. Ouais. Peut-être pas. Oui, Alex. Et du coup, des fois, on oublie presque qu'on est au Japon. C'est ça, exactement. On oublie presque qu'on est au Japon, mais on est devant notre taf, quoi. On doit enchaîner. Est-ce que vous connaissez des personnes qui pourraient parler du milieu du manga? Comment ça se passe pour les étrangers? Ah, oh là, alors là, j'ai personne. Non, je pense qu'on ne connaît personne qui fait ça. Il n'y a personne, mais en festival, on a rencontré des gens. C'est assez particulier. Mais... Ouais. En festival, on a rencontré des gens qui bossaient, qui pouvaient se faire sélectionner dans le Shonen Jump, mais un Shonen Jump un peu différent, qui est plus axé sur les œuvres étrangères, donc, ce genre de choses. Mais c'est pas complètement la même chose. Ouais, voilà. Il y avait une question un peu plus haut là, sur le meilleur background artiste que j'ai croisé en studio, avec qui j'ai travaillé directement. Enfin, j'en connais plusieurs, et plusieurs personnes que j'admire beaucoup. Ça va paraître un peu évident et un peu lèche-botte de dire ça, mais Thomas c'est quelqu'un que j'admire beaucoup en décor. Et c'est finalement, j'ai pas travaillé avec beaucoup d'autres personnes. J'ai très peu travaillé avec des Japonais en décor, donc c'est aussi pour ça que je dis ça. Mais en connaissance, j'ai Yoichi Nishikawa et Tanaka. Alors pour le coup, je me souviens plus de son prénom, mais Tanaka-san, qui est un BG artiste à IG Productions, ouais. Et Nishikawa Yoichi, qui a travaillé plusieurs années à Ghibli, qui a travaillé sur plein de longs métrages japonais, et qui est vraiment extrêmement doué et extrêmement sympathique et ouvert d'esprit. Voilà. Il y avait aussi, pour Ken et moi, vu qu'on a beaucoup de fait ensemble, il y avait déjà dans un premier temps, on a travaillé avec, enfin pas directement, mais on a eu des corrections. Enfin moi en tout cas j'ai eu des corrections de Yutaka Nakamura. Donc on l'a rencontré par la suite. C'était assez court, mais le peu de choses qu'il a corrigé sur les plans qu'on a fait, c'était un apprentissage pour tout le monde, quoi. On était là genre wow. Et la façon dont il aborde les plans, la façon dont il fait les choses, même pour un petit plan il a fait des plans beaucoup plus complexes que les plans qu'on a corrigés, mais rien que pour ça, on a beaucoup appris. Et après, les gens de 4C, les réals, le character designer de 4C, donc il y avait Kojima-san, il y avait Aoki-san, il y avait Furuya-san, c'est ça? Ouais. Trois personnes-là, c'est des titans. Qui sont des noms qui sont pas très connus. C'est des gens qui sont pas connus, mais c'est des titans, quoi. C'est des mecs. Je te laisse Ken en parler un peu. Ouais, on va dire que c'est les hommes de l'ombre, quoi. Ouais, enfin, tu vois, Furuya-san, c'est un des metteurs en scène sur Tokyo Godfather. Aoki-san, qui a bossé sur des petits longs métrages très qualitatifs pour Gotham Knight ou pour d'autres courts métrages pour 4C et qui bosse particulièrement avec Aiji. Kojima-san, qui a bossé sur pas mal avec Gainax pour Gurren Lagann, King. Il bosse sur Trigger aussi, avec le studio Trigger sur plusieurs de leurs productions. Voilà, et non, c'est. En fait, les personnes que je viens de citer, ils ont mon âge, mais en expérience. J'ai 31 ans. Ils ont 31 ans d'expérience dans l'animation au Japon. Moi, j'en ai que 5. Du coup, je suis un bébé, je suis encore mon neuf. Et le fait de pouvoir dessiner auprès d'eux et de voir que tu n'es qu'une merde et qu'ils t'apprennent, non, ça va pas, ça, il faut faire comme ça. C'est un plaisir. Et ils le font de façon très pédagogue. Ils viennent oui, c'est très pédagogue. C'est pas pour te rabaisser, mais c'est à chaque fois, ils t'expliquent le comment et le pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas dans ton dessin, et ils te disent pourquoi, ils te dessinent et tout. Et ça, c'est super cool d'apprendre comme ça. Il reste 40 secondes. Du coup, on peut conclure. On peut peut-être s'arrêter là. Ouais,
peut C'était conclure cool. sur tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Et On fera merci certainement pour des vos prochains commentaires et lives pour questions. traiter d'autres sujets, et tout. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un peu des liens pour ceux qui ont Instagram d'artistes japonais avec qui on a travaillé, si vous voulez les suivre. Il y en a qui ne sont pas suffisamment suivis, alors que c'est vraiment d'énormes bruitas, c'est que beaucoup de gens, même très suivis, s'inspirent de leur travail. Donc, je tiens à poster un peu ces personnes-là pour que vous les connaissiez, pour que vous enrichissiez de leur travail. Et pour que, voilà. Donc, En tout cas, content que ça vous ait plu. Ouais, nice.